Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu différent. On va dire que c'est une alternative à l'aiguille à papote. Ça va être quelque chose de plus court, mais le principe reste le même. C'est-à-dire que je vais broder sur un ouvrage en papotant avec vous, mais en papotant sur un sujet unique, j'ai pas envie de dire ça, en partant d'un livre que j'associe à la broderie. On va parler du livre déjà. Alors attention, hein, c'est pas une chronique du livre, c'est pas une critique du livre, c'est ce que moi j'ai ressenti en lisant ce livre et les réflexions que ça m'a amené. Et puis voilà. Alors ça peut être des réflexions toutes simples, et puis ça peut m'avoir fait réfléchir plus loin. Et vous savez que moi, mon cerveau, il est en perpétuelle agitation, il ne s'arrête jamais. C'est bien là le problème. Et puis en ce moment, je sens revenir les troubles anxieux dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, qui m'avaient mis un petit peu à l'écart de ma chaîne pendant 2 mois et demi, et je les sens repointer le bout de leur nez, hein, c'est discret. Bon, les événements actuels n'y sont pas étrangers, hein, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Bref, je sens que ça pointe le bout de son nez, je sens que la lecture est moins facile, je sens que la broderie est moins facile, je sens que le sens, la question du sens me revient à l'esprit. Voilà. Donc, au lieu de me renfermer dans ma coquille comme la dernière fois, mon signe astrologique, c'est Capricorne, et j'ai l'habitude de dire que je suis Capricorne ascendant tête de mule, voire ascendant huître, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui vont pas, je me ferme, je me mets dans ma coquille, dans ma carapace, et donc c'est protecteur. J'entends, hein, c'est protecteur, etc. Mais ça peut être, et encore une fois je parle pour moi, aussi un petit peu délétère et un petit peu aggravant des troubles, de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Alors cette chaîne, c'est une bonne ressource. J'ai imaginé cette chaîne comme un outil de partage, et un outil de partage de broderie, un outil de partage de livres, un outil de partage de réflexion, et ce qu'on en fait tous ensemble, parce que je suis bien consciente du rôle que vous avez dans l'histoire. Ce qu'on en fait tous ensemble, c'est une bonne ressource pour retrouver la question du sens, pour retrouver la question de la valeur des choses, de ce qui a pour moi une valeur. Attention, ça aussi c'est important, hein. Encore une fois, voilà, on ne partage pas tous les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs, etc. Mais voilà, pour retrouver ce qui a pour moi une valeur, cette chaîne, et vous qui êtes avec moi, qui suivez mes vidéos, qui échangez avec moi en commentaire, vous êtes une ressource, une bonne ressource pour ça. Bon,
voilà, encore une introduction un petit peu longue. Alors, sur quoi est-ce que je vais travailler devant vous? Le titre de ces vidéos, j'y pense depuis un petit moment et je pense que je vais les appeler « En brodant, en lisant ». Parce qu'effectivement, broder et lire, ce sont deux activités qui, moi, me permettent de réfléchir et de m'accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Et en brodant, en lisant, et cette vidéo, je pense qu'elle va s'appeler Nature et Humanité. Et donc, pour illustrer le propos, je vais travailler avec vous sur l'héros sur le tabouret, le kit de l'UKS. Alors, on parlera broderie aussi, hein, puisque comme d'habitude, je vais vous faire quelques petits détails sur la broderie, sur la façon dont je fais les choses, etc. Et puis le livre qui va accompagner, c'est logiquement, Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Voilà. Donc, je vais installer la caméra braquée sur mes... je vais m'installer de ce côté-là. Je vais installer la caméra braquée sur mes mains. Et je vous retrouve pour un petit papotage. Alors, prévoyez quand même le café. Tiens, je me suis fait un café d'ailleurs. Le café, il n'y en a pas pour 5 minutes, hein, on est d'accord. Hein. Il n'y en a peut-être pas pour la longueur d'une aiguille à papote. Mais il n'y en a pas pour 5 minutes non plus. Hein. Voilà. Donc, munissez-vous de votre ouvrage ou de votre sandwich ou votre... voilà, ce que vous voulez. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Alors, me revoilà du côté de la table de travail. Alors, donc, alors attendez, je vais peut-être pas... Non, vous n'allez pas bien le voir correctement là. Je vais mettre en... Voilà. Et puis je vais m'installer directement. Je voulais vous montrer l'image du... Attention vos oreilles, pardon, je viens de heurter la caméra. Attention vos oreilles, je m'installe. Voilà. Alors, donc la broderie sur laquelle je travaille avec vous, c'est les roses sur le tabouret. C'est un kit que j'ai eu sur le site de la Maison du Canevas, qui, je suis désolée, n'est plus disponible. Alors, j'ai pas revérifié. Il faudra revérifier, mais voilà. Il a été victime de son succès, je pense. Alors, c'est un kit qui est proposé sur de la toile Aïda 7,1. Donc, c'est du 18 count. Il est proposé de le broder en deux fils à l'aiguille sur un point d'Aïda, évidemment. Nous avons des croix pleines et des demi-croix, pas de point arrière. Il y a 40 couleurs. Les fils utilisés et proposés dans la broderie, ce sont des fils encore. Le niveau de difficulté, 3 sur 5. Et la dimension de la broderie, 30 cm sur 30 cm. Voilà. Alors, les fils encore se présentent en cartonnette, comme ça, avec les symboles qui sont bien. Alors, il faut les prendre dans le bon sens. Hein. J'ai failli me faire avoir. Donc, cartonnette dans ce sens-là. Donc, la couleur est associée au symbole qui est juste au-dessus. Voilà. Alors, normalement, il y en a assez. Donc, c'est des couleurs donc, qui oscillent. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Oui, c'est... Voilà.
un dégradé de rose évidemment, mais aussi de vert, de gris, qui va du gris au bleuté pour faire le seau, etc. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas la référence encore associée au symbole. Donc, ça veut dire que s'il me manque un peu de fil, eh ben, je vais être embêtée pour me réapprovisionner. Par contre, je vous avais dit hein, qu'il y a un petit mot à l'intérieur du kit qui dit que si on manque de fil et si on a respecté les recommandations de broderie, c'est-à-dire broderie sur une Aïda 7,1 avec 2 fils, etc., et qui manque malgré tout du fil, on a une adresse mail et on peut se faire réapprovisionner. Bon, j'espère que ce ne sera pas le cas. On verra, mais j'essaye d'économiser. Alors le fil encore, c'est un fil que je trouve très très agréable. C'est la première fois que je brode avec du fil encore. Je le trouve très agréable. Il est très doux. Et je trouve qu'il ne fait pas beaucoup de nœuds. Et je le trouve un poil plus fin que le DMC. Un poil plus fin que le DMC parce qu'effectivement, du 2 fils à l'aiguille sur une Aïda 7, c'est assez charnu. Et malgré tout, je n'ai pas de mal. Alors, où est-ce que j'en suis de cette petite broderie? Ben, j'en suis là. Donc, le patron nous arrive en 6 pages. Voilà, 6 pages en noir et blanc. Je vais vous montrer un petit bout du patron. Voilà. Les symboles sont clairs. Hein. Les symboles sont clairs. Il n'y a pas... Voilà. Les symboles sont clairs. C'est noir et blanc. Team coloriage. Vous me connaissez. Je n'utilise pas Pattern Keeper. Donc voilà, j'ai commencé par le centre de la broderie. Donc le centre de la broderie, ben, c'est pas compliqué. Il doit être quelque part par là. Oui, parce que là, je suis là. Donc, il doit être quelque part par là. Voilà. Donc, le patron, il se découpe en 6 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la première, c'est le 5. Voilà. Et donc, je vais faire page par page. Et donc, j'étais impatiente de... Il y a quand même quelques croix, là, hein, déjà de fait. J'étais impatiente de commencer le rose, là. Et là, je suis en plein dedans. Cette broderie-là, elle m'a accompagnée pendant mes vacances. Et alors, je vous avais dit que j'avais pas énormément brodé pendant mes vacances, mais cette broderie-là qui m'évoque la nature, qui m'évoque les fleurs, etc. J'avais envie de la prendre avec moi, puisque vous savez, j'ai fait une immersion au calme et au vert pendant un peu moins d'une semaine. Et donc voilà. Et depuis, je l'ai pas, j'ai pas de nouveau travaillé dessus. Et elle m'a surtout accompagnée. Je me rends compte en fait que je fais des associations entre les livres que je lis, que je suis en train de lire, et les broderies que je fais. C'est quasiment inconscient, mais je fais un peu, ou tout du moins entre les broderies et mon état d'esprit. Ça, c'est sûr. Mais comme mon état d'esprit conditionne mes lectures, forcément, c'est lié. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la lecture qui accompagnait cette broderie, ou la broderie qui accompagnait cette lecture, dans le sens où vous voulez, et surtout qui accompagnait mes vacances dans le Morvan, c'est le livre de Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse. Donc, je vais essayer de vous parler de ce livre. Je prends une gorgée de café avant. Je vais essayer de vous parler de ce livre. Alors, j'espère en étant fidèle à ce que Pierre Rabhi voulait dire, voulait exprimer. Mais je voudrais essayer de vous en parler aussi par rapport à ce que ça
ce que ça a déclenché en moi. Bon, il faut déjà que je brode quand même. Alors, Pierre Rabhi, c'est un monsieur qui est né en Algérie, dans une oasis du sud algérien. Son papa était forgeron. Il a perdu sa maman très jeune. Et donc, il est clair que c'était une vie très modeste, pour ne pas dire pauvre. Mais Pierre Rabhi avait dans la tête une vie modeste, rythmée par le chant de l'enclume, comme il le dit lui-même. C'est son père qui forgeait les outils dont les gens de passage avaient besoin, dont les gens du village avaient besoin. Et c'était une vie modeste, mais remplie d'humanité et de relations avec les autres. Voilà. Une vie de partage, une vie d'échange, même quand on a rien ou presque rien. Voilà, c'est ça, moi, que j'ai ressenti quand il parle brièvement de son enfance. Et puis, la modernité, entre guillemets, a fait son apparition et les gens du village sont allés travailler à la mine de charbon pour gagner de l'argent. Mais du coup, ils n'avaient plus besoin du travail du forgeron. Ils n'avaient plus le temps de se rassembler. Et les choses ont changé. Et au chant de l'enclume s'est substitué le silence de l'enclume. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué Pierre Rabhi. Cette arrivée de la modernité, modernité entre guillemets, et du coup qui a supprimé quelque chose, qui a enlevé quelque chose. Pierre Rabhi perd sa maman très jeune et il est confié à une famille française qui va lui permettre d'avoir accès à l'éducation, à la philosophie. Il se révèle être d'ailleurs quelqu'un qui aime beaucoup explorer les penseurs, etc., qui a une réflexion profondément philosophique sur la vie, sur l'intérêt de la vie, voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui a du coup une double culture algérienne, culture française, et c'est quelqu'un qui, du coup, après son enfance, au tout début de son âge adulte, part vivre à Paris. Et pour gagner sa vie, il devient ouvrier spécialisé. Et là, comme il dit, lui qui ne sait faire que disserter sur Platon, sur Socrate, etc., là, il découvre la triste réalité de la vie d'usine. Il devient ouvrier spécialisé et tout de suite,
il, il, euh, il a le sentiment qu'il est en train de passer à côté de sa vie comme il l'a définie, comme il a envie de la vivre. Il rencontre sa femme et ils décident ensemble d'effectuer un retour à la Terre. C'est-à-dire que dans la période, on est en 1950 là, hein, donc on commence les 30 glorieuses, n'est-ce pas? Donc dans la période où l'exode rural est la pratique, on va dire, courante, c'est-à-dire où tout le monde monte à la ville, lui, il fait le chemin en sens inverse. C'est-à-dire qu'il va de la ville à la campagne et il arrive en Ardèche et il veut vivre auprès de la nature, il veut vivre, il veut acheter, enfin, il veut faire partie de cette nature qu'il considère essentielle. Et donc, évidemment, il veut acquérir un petit bout de terre pour y vivre, simplement. Il n'a pas de moyens, donc il va voir les banques enfin la banque, hein, pour ne pas la citer, pour acquérir un petit bout de terre. Il flash sur une propriété magnifique, enfin une propriété, non, alors je dis pas une propriété, c'est pas du tout, sur une maison en état de grand délabrement, mais au cœur d'une nature magnifique, sur un sol aride, etc. etc. Et le banquier lui dit deux choses. Déjà, pour pouvoir vous prêter de l'argent, il faudrait que vous fassiez une formation d'ouvrier agricole. Donc, il va faire sa formation, il devient ouvrier agricole, mais là, il découvre des pratiques de culture intensive avec des pesticides qui lui conviennent pas du tout. Et de deux, le banquier lui dit, mais sur cette terre-là, vous arriverez jamais à faire rien pousser, vous arriverez jamais à faire de l'argent. Et là, Pierre Rabhi a cette réflexion en disant, mais c'est pas ça mon but. Moi, je veux pas faire de l'argent. Moi, je veux vivre. C'est différent. Donc là, il y a un petit moment d'incertitude parce que le banquier, voilà, hein, un banquier dit ah oui, non mais voilà, la phrase de trop quoi. Non, si je vous prête de l'argent, c'est pour faire de l'argent. Donc il reçoit l'appui de quelqu'un du coin, je crois, et il arrive quand même à avoir son prêt et à accéder à la propriété de cette terre aride, de cette maison où pendant 13 ans ils ne vont pas avoir l'électricité, pendant 7 ans ils ne vont pas avoir l'eau courante, mais où ils vont arriver quand même à élever 5 enfants et à comment dirais-je, à travailler en harmonie avec la nature pour subvenir à leurs besoins. Et leurs besoins, c'était quoi? C'était de remettre la nature et ce qu'elle peut nous apporter pour subsister, parce que le premier besoin, c'est de manger, de se chauffer, d'avoir un toit, etc. Mais aussi de remettre l'humain. Au cœur des préoccupations. Et c'est ça qui dit Pierre Rabhi. Enfin, moi, c'est ça que j'ai retenu de ce livre et de sa pensée. Hein. Alors, je ne l'ai pas exploré en profondeur, j'ai pas tout lu, j'ai pas tout décortiqué, etc. C'est pas je me concentre un peu parce que je suis un peu là. Mais voilà,
Pierre Rabhi fait la différence entre ce qui a un prix et ce qui a une valeur. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il donne l'exemple du diamant. Le diamant qui a un prix phénoménal. Mais quelle est la valeur du diamant? Est-ce que le diamant, ça apporte quelque chose? Est-ce que ça apporte, est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça apporte un peu plus d'humanité? Donc voilà. Donc Pierre Rabhi ferait vraiment la différence. Voilà. Et donc, il dit que, et moi ce sur quoi j'adhère, il dit que la nature, si on sait l'observer, si on sait travailler avec elle et pas l'utiliser et la piller, c'est quelque chose, c'est des richesses inestimables et des richesses qui peuvent se renouveler. Utiliser une terre pour faire pousser des choses, mais savoir ne pas l'assécher et ne pas comment dirais-je, l'appauvrir en faisant des cultures intensives, ne pas l'appauvrir pour qu'après elle ne puisse plus rien donner, et qu'elle ait besoin de se reposer, etc., pour de nouveau être source de richesse. Tout ça, en observant la nature et en essayant de la comprendre, savoir comment les espèces vivent les unes avec les autres en fonction des saisons, voilà, c'est un trésor inestimable. Sauf que l'humain, utilise, pille, gaspille, au nom au nom de la surconsommation et du profit. Voilà. Et donc, dans son livre, Pierre Rabhi appelle à la... Alors, il a été... il a été targué de gourou écologiste, etc., etc. Je pense que c'est pas ça. C'est un monsieur qui était très humble, qui disait, moi, je sais pas si... Il citait souvent Socrate qui disait, moi, tout ce que je sais, c'est que je sais rien. Et il voulait faire profiter de ce que lui avait compris, de ce que lui avait fait de sa vie, sans imposer quoi que ce soit aux autres, mais avec des principes déjà de non-violence, de communication entre les hommes, et puis il disait que, et je pense qu'il était conscient que c'est pas la nature c'est pas la planète qui va mourir en premier, hein. C'est les hommes. Et si on se modère pas, si on n'utilise pas la modernité pour mieux faire les choses, etc., au bout du compte, on va être relégué à un vulgaire accident. Parce qu'on disparaîtra les premiers, hein. Faut pas se faire d'illusions, hein. La nature, elle retombera sur ses patins. Mais nous, si on continue comme ça, on est mal barré. On est mal barré.
Donc voilà, donc il y a tout un tas de concepts hein, que j'ai pas exploré dans le propos de Pierre Rabhi. Il y a le concept de l'agroécologie. Enfin, il a quand même été au Sahel, au Burkina Faso pour expliquer les cultures sur un sol aride, comme quoi c'est possible de le faire. Mais il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire de la culture intensive? Ou est-ce qu'on veut donner juste, permettre aux populations de vivre, tout simplement. Et lui, c'était ça qui l'indignait. Il n'était pas dans... Enfin, il prenait pas la révolte. Il prenait... Il disait qu'il fallait continuer à s'indigner. Continuer à s'indigner du fait que certains... on a des sociétés qui vivent dans l'opulence, dans la surconsommation, et alors qu'à côté, et je dirais pas même dans les pays défavorisés, mais même, dirons-nous, à côté, il y a des gens qui meurent de faim, quoi. Et ça, c'est intolérable. C'est intolérable. Donc voilà, donc cette notion de remettre la nature et de travailler avec elle, parce que l'utiliser, c'est une espèce vivante à part entière, la nature. Hein. Enfin, moi, je l'ai bien vu, enfin, ça m'est revenu à l'esprit quand je suis partie en vacances au vert, là, dans le parc régional du Morvan, où tous les matins, je me réveillais en face d'une nature et d'une organisation quasi parfaite, quoi. Tout est en harmonie, tout est en osmose. Les arbres, les oiseaux, les insectes, les poissons, tout ça se régule. Tout ça se régule. Et nous, à côté, je ne sais pas ce qu'on fait, mais voilà. Il me semble, je ne sais pas si je ne vais pas dire une bêtise, mais sur l'échelle de l'existence de la planète, si on ramène l'existence de la planète à 24 heures, il me semble que l'existence de l'humanité, on est à 1 minute et demie, nous, hein, pas plus. Hein. Donc on n'est rien par rapport à ça. Mais on va vite... on va vite déguerpir hein, si on continue à faire... si on continue à faire nos bêtises. Donc voilà, lui, c'était quelqu'un qui avait fait le choix de vivre dans la plus simple des simplicités, j'allais vous dire. Il impose pas ça à tout le monde, hein. C'est pas... il a été... il a été accusé, entre guillemets, de prôner la décroissance, mais c'est pas ça. Il est bien conscient, enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui réfléchissait, qui est bien conscient que la décroissance la décroissance totale n'est pas envisageable. Mais par contre, ce qu'il disait, c'est mettons la modernité au service de la modération. Parce que c'est l'exagération c'est l'exagération, c'est l'opulence, c'est la surconsommation, c'est tout ça qui va créer notre perte. C'est tout ça qui va créer notre perte. Et moi, ce discours-là,
ce discours-là, il m'a profondément parlé. Il m'a profondément parlé. C'est la modération et c'est c'est réfléchir sur quelles sont les choses qui ont un prix et quelles sont les choses qui ont une valeur. Alors, c'est propre à chacun, hein. Et quand je parle de ralentissement, quand je parle quand je parle d'arrêter la course, voilà, je pense à ça. Je pense à cette réflexion sur les valeurs, alors qui est parfois mal comprise, Pierre Rabhi, il était fondateur aussi du mouvement, alors de 3 mouvements, je crois. Les colibris, Terre et humanisme, et les oasis en tout lieu. Voilà, c'est ça. Et la légende du colibri, moi, je la connaissais avant. C'était la maman d'une patiente qui me l'avait raconté, cette légende. Et j'adhérais complètement. Alors, la légende du colibri, qu'est-ce que c'est? Donc, ça se passe en forêt amazonienne, enfin, grande forêt équatoriale. Et un jour, il y a un feu de forêt qui démarre. Donc là, tous les animaux prennent la fuite pour échapper au danger. Et puis donc, il y a y compris les petits tatous qui courent pour échapper à tout ça. Et par contre, il y a un colibri qui, lui, fait l'aller-retour entre il y a une mare à proximité, donc qui fait l'aller-retour entre la mare et le feu, et qui à chaque fois prend un peu d'eau dans son bec et va le déverser sur les flammes. Et là, le tatou lui dit « Mais attends, colibri, va-t'en, tu risques ta vie, enfin, ça sert à rien ce que tu fais. » Et le colibri lui dit « Oui, mais au moins, je fais ma part. » Et c'était ça l'idée de Pierre Rabhi, c'est que tout seul, on peut rien faire, mais ensemble, chacun a sa place, chacun peut faire une part, et peut faire une part pour le vivre mieux et le vivre ensemble, je pense. Enfin, moi, je l'ai entendu comme ça. Avec cette idée que de préserver et de travailler avec la terre, qui est notre mère nourricière, hein. On vient de là, on vient de là, c'est elle qui nous donne, qui nous fournit les ressources, c'est elle qui nous donne à manger, et on est en train de s'auto-détruire. Voilà.
Donc voilà, un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu très tranquillement, euh, que j'ai lu très tranquillement pendant mes vacances. C'est pas un livre qui est très long, hein, il fait à peine 200 pages. Mais voilà, remettons la nature et l'humain au centre de nos préoccupations et pas le profit. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai pas brodé beaucoup. J'ai fait 2-3 points. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, pour ce premier épisode de En brodant, en lisant. J'espère que ce format vous... Ah oui, quand même, j'ai quand même un petit peu papoté. J'espère que ce format vous plaira. Voilà, j'imagine quelque chose de complémentaire, de différent, d'alternatif, enfin voilà. Bon, en attendant, je vous souhaite, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.